Je reçois Jeannie Barré, qui se décrit comme une lesbienne en fauteuil roulant, ex-alcoolique qui souffre d'une rare maladie ayant entraîné 157 fractures depuis sa naissance. Ça l'a amenée vers une sérieuse dépression dont elle s'est sortie en devenant humoriste. Bonsoir. Jeannie Barré se décrit elle-même comme une lesbienne en fauteuil roulant, ex-toxicomane, ex-alcoolique. La jeune femme souffre d'une rare maladie et a subi 157 fractures depuis sa naissance. Ça l'a amenée vers une sérieuse dépression dont elle s'est sortie en devenant humoriste. Elle raconte son parcours. Tout un programme ce soir, une femme qui a brisé sa quête du corps parfait et elle a envoyé une photo sur Internet, ça a changé sa vie, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Une femme de 85 ans, tellement maniaque de Céline qu'elle s'est pas couchée de la nuit, les policiers couraient après elle. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu. Et il y a des gens qui m'ont demandé à l'occasion de ma 2000e, comment tu fais pour te renouveler avec t'as toujours des gens avec des parcours qui ont pas de bon sens. Ce soir, c'en est tout un. Vous avez entendu en manchette, ex-alcoolique, elle est en fauteuil roulant, elle est lesbienne, elle souffre d'une maladie rare, elle a subi 157 fractures, elle a fait une dépression. Elle a été une des premières femmes à former un couple lesbien qui a eu un enfant et elle a décidé d'écrire un livre pour raconter ses péripéties. Et c'est là qu'on les trouve souvent, quand ils écrivent des livres. C'est le cas de Jeannie Barré qui est avec nous, qui publie 157 fractures, histoire vraie aux éditions Sarrazin. Bonsoir. Bonsoir. Quel parcours! Je viens de finir le livre. Et faut dire que c'est votre père qui vous a convaincu d'écrire le livre. Racontez-moi, là. Ouais, en fait, mon père a trouvé que c'était une bonne idée d'écrire. Moi et mon père, on en avait jasé. On trouvait que ma vie était assez exceptionnelle, hors du commun. Puis j'avais dit à mon père, moi, j'ai dit, Père, j'ai dit, tu penses pas qu'un jour on pourrait peut-être écrire un livre sur ma vie? Puis mon père, il s'est mis à écrire. Dans le fond, il a jamais arrêté pendant quasiment une vingtaine d'années, là. Comme ça, d'écrire. Il a écrit de 0 à 18 ans. C'est lui qui a écrit la première partie du livre, puis vous écrivez à 2 ans. Exactement. Puis moi, ensuite de ça, voilà pas tellement longtemps, j'ai dit, je vais le continuer. J'ai fait de 18 à 36 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Alors, il faut dire que vous avez une maladie assez singulière. Ça donne ce qu'on appelle des enfants porcelaines. C'est-à-dire que vous étiez un enfant qui se brisait en morceaux tout le temps. Ouais, c'est exactement ça. Pour que les gens comprennent à la télévision, c'est un petit peu avoir l'ostéoporose au pire stade. Ça veut dire que tes os brisent tout le temps. Là. Je veux dire, des fois, c'était des niaiseries. Là, juste à tousser trop fort, je pouvais me briser une côte. Au primaire, à un moment donné, je l'ai écrit dans le livre, tu sais, j'efface un petit peu trop fort dans mon cahier d'école. Craque mon poignet. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous sentez un crack puis ça fait une douleur? Ça fait extrêmement mal, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens dans leur vie qui vont se casser une fois, 2 fois. Il y en a qui se seront jamais cassés. Je pense que les gens qui se sont déjà fracturés quelque chose, ils comprennent que, la fille, elle s'est cassée 157 fois. C'est toujours, écoutez, j'en avais à peu près à toutes les semaines. Ben oui, puis je vois, en dormant, des fois, tu sais, la petite fille va se coucher puis à un moment donné, vous vous réveillez en pleurant puis Oui, dans le fond, c'était des niaiseries. Tu sais, je pouvais être couchée dans mon lit, je me tournais sur moi-même, puis quand tu tournes sur le côté, tu t'écrases ton bras, crac. Tu sais, il fallait que mes parents, même quand j'étais plus jeune, mettent des coussins autour de mon lit pour pas que je me cogne non plus sur un barreau. Juste à me cogner sur un barreau de bassinette, je me cassais. Et ils ont découvert ça justement très jeune. Hein? Vous étiez un petit poupon, une première fracture au cou. Et là, ils savent pas trop ce que c'est au début. Hein. Il a fallu que vous fassiez que la gardienne fasse une chute. On a déboulé, et elle déboule avec vous dans les bras, là, puis bing, bang, bang. Et là, vous vous retrouvez, il paraît, là, vous êtes dans le plat de la tête aux pieds. Exactement. J'étais dans le plat de la tête aux pieds. On a déboulé une vingtaine d'escaliers. Puis là, c'est là aussi, tout ça, on s'est rendu compte que mes os étaient extrêmement fragiles. Il fallait toujours faire attention, là. C'était pas quelque chose c'était pas facile à vivre, là. Ce qui veut dire aussi, souffrir le martyre, parce que vous souffrez quand ça casse, mais quand ça se répare aussi, parce qu'il y a des tractions, il y a des opérations, il y a des clous pour souder ça finit plus. Là, exactement. Ce qui arrive, c'est que l'os, nos os, ceux qui ont l'ostéogenèse imparfaite, est vide à l'intérieur. C'est comme du beurre. Fait que quand tu casses, ça casse au complet, barre en barre, tu sais. Fait que moi, là, de ma main qui tombait ou que mon pied tombe, là, quand tu dis, là, qu'il reste des fois juste comme la peau, là, avec, tu sais, c'est cassé au complet, là, de barre en barre. Fait que eux, à l'hôpital Shriners à Montréal, où j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie, ils m'ont mis des tiges de métal partout dans mon corps. Fait que j'en ai dans tous mes membres. Comme vous passez à l'aéroport, vous, ça sonne. Ça sonne au bout. Et ça entraîne des cicatrices. Je vois que vous avez des cicatrices. Vous en parlez dans votre livre. Là. Vous avez des cicatrices partout. C'est sûr.
je suis remplie de cicatrices, mais ça, tu sais, je me dis, ça fait partie de mon vécu. Je suis une vraie guerrière. Et justement, vous étiez une guerrière, il fallait se battre. Là. Il y avait toutes ces tractions-là, ça faisait mal. Vous avez manqué beaucoup d'école. C'était pas facile. Les amis à l'école, ça se passait comment? Je dois vous dire que oui, j'ai manqué de l'école, mais j'étais très chanceuse parce que d'une autre certaine façon, j'étais au Shriners à Montréal et il y avait une école. OK. Fait que tu sais, des fois, moi, je sortais d'une opération. Si tu files quand même pas si pire, tu vomis un peu, mais t'es un petit peu en forme pour aller à l'école, ils viennent te chercher dans ta chambre avec ton lit, ils vont te reconduire dans la classe. Tu sais, de cette façon-là, j'ai pu quand même continuer mes études, un peu comme les autres, là, tu sais. Mais à l'école, les gens devaient avoir peur de vous toucher. Tu sais, hey, la petite fille que là, elle se casse en morceaux. Là, ça, c'est certain. Pouviez-vous jouer au ballon, des choses du genre? À la fin, même au début, ils m'ont arrêté l'éducation physique assez tôt. Ouais, parce que j'avais reçu un ballon de soccer sur le mollet, puis ça a cassé. C'est ça. Fait qu'après ça, ils ont dit, wow, on la laisse plus. Ils ont essayé toutes sortes de programmes expérimentaux, puis il y en a un qui a un peu mieux marché que les autres. Ça a comme fait épaissir votre masse osseuse. Ah oui, ça, c'est Dr. Glorieux. À l'hôpital Shriners, ils ont trouvé une potion magique. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est l'Aredia. C'est grâce à ce médicament-là qu'aujourd'hui, ma vie va bien. Moi, j'ai reçu ça intraveineux pendant 8 ans. Je suis la première femme à avoir su ce traitement-là. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont atteints d'ostéoporose le prennent en comprimé. Ah bon. Et donc, si vous tombez, c'est encore, les probabilités que vous cassiez un bras sont encore plus grandes que pour moi, mais c'est mieux qu'autrefois. Oui, parce que le médicament a été épaissir le contour de mon os. T'sais, ils n'ont pas trouvé encore rien pour augmenter le calosseux, là, en dedans. Là, ouais. Mais ça a été épaissir. Là, fait que c'est déjà moins. Ça épaissit le tour, mais ça remplit pas le milieu. Ça remplit pas le milieu, mais savez-vous quoi? Ils cherchent très fort. Est-ce que ce qu'on comprend aussi, c'est la partie qui est écrite par votre père. Les moments les plus durs, c'est quand vous aviez les 2 bras dans le plâtre, où là, t'es pas fonctionnel, ou les 2 jambes dans le plâtre. Ouais. Et ça, comme enfant, ça devait pas être drôle. Ça. Non, c'est loin d'être drôle. C'est pas une vie normale. Tu vois tes amis faire s'amuser, puis toi, tu te dis que tu peux pas faire comme eux autres. Fait qu'à un moment donné, ça devient ennuyant. T'sais. Ben, c'est pas grave. C'est ma vie. Hein. Ma mère, elle me sortait sa galerie, puis je regardais mes amis s'amuser, puis c'est ça. Alors, comme adulte, là vient la vie adulte. Vous avez comme composé avec ça, vous êtes habitué avec ça, mais arrivent d'autres épreuves. Et là, c'est la partie que vous écrivez, vous. Ouais. Et entre autres, un gros accident. Vous êtes quoi, dans la vingtaine? Oui, début vingtaine, j'ai eu en plus un accident d'auto. Alors, quand tu as un accident d'auto, déjà, tu es normalement constitué, tu risques d'être magané, mais vous, là, vous éclatez en 1000 morceaux. Moi, mes 2 jambes ont cassé. J'avais les jambes en serpent. Là. Il a tout fallu tout me redresser ça. Ça a pris 1 an. Là, un an à l'hôpital? 1 an, oui, à redresser mes jambes. Aïe, aïe, ça c'est mais ouais, c'est ça. Faut souffrir pour être belle, là. Ça a l'air. Mais est-ce que vous avez eu mal? Est-ce que la douleur fait, parce qu'on parle de, tu sais, une fois qu'on a eu une fracture, on fait de l'inflammation, on fait de l'arthrose, on dit, bon, ben, quand c'est humide, ça fait mal, ça fait mal. Est-ce qu'il y a des périodes où ça vous fait très mal, le corps? Moi, ça, là-dessus, je dois vous avouer que je suis chanceuse, là. Tu sais, je veux dire, moi qui pleut dehors, je me sens quand même bien, là. Mais quand on se fracture, là, c'est là le bout qui fait mal longtemps. Tu sais, moi, je veux dire, je l'ai écrit dans mon livre, j'ai pris de la codéine puis de la morphine. Vous étiez dépendante de pratiquement ça, la moitié de ma vie. Ouais. Dépendante, ben oui, parce que c'était une façon... Ben, j'avais pas le choix de soulager mon mal physique. Et vos parents, ils sont angoissés, c'est très anxiogène. Ils partent à chaque fois, ils essaient une petite affaire. On s'en va dans un camp quelque part, bang, tu sais, tu fais toucher à quelque part, à Disney, n'importe quoi. Ils essaient des petites activités pour un peu changer l'atmosphère. Bang, ça passe tout le temps. Tout le temps. Un petit moment de bonheur, t'es vite viré à gauche-mort. Et donc, dans cette deuxième partie, vous dites, j'ai composé avec ça. C'est comme en filigrane dans ma vie, mais j'ai mené quand même ma vie, vous la racontez, votre vie. Et vous sentez le besoin de raconter bon, d'abord, que vous êtes lesbienne. Alors, pourquoi vous nous racontez ça? Oui, parce que moi, j'ai eu un enfant. Mon fils a légalement 2 mamans. En fait, c'est ça, il est dans les 500 premiers enfants au Québec à avoir légalement 2 mamans. C'est un projet parental. Mon fils Alix a 12 ans. Puis je m'en ai jamais caché de ça. Moi, je suis bien fière d'avoir un enfant en santé. Ouais. Et vous aviez peur, c'est votre blonde qui a porté l'enfant, hein? Ouais. Oui, mon ex-conjointe a porté mon enfant. Et vous aviez peur, vous n'avez pas voulu le porter d'abord parce que ça aurait pu éclater. Est-ce qu'on peut avoir un enfant quand on a les os aussi fragiles? Ou? Oui, puis ça veut pas dire nécessairement que j'aurais fracturé. Là. Le problème là-dedans, c'est que mon enfant aurait eu comme 50% des chances d'avoir ma maladie. C'est héréditaire.
Ouais. Ah oui. Puis moi, tu sais, je veux dire, comme je vous ai dit, j'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital. Avoir un enfant qui aurait ma maladie, finir mes journées encore à l'hôpital, j'ai décidé de sauter mon tour de cette façon-là. Là. Donc, avez-vous des cousins, des mononcles ou, je sais pas, une grand-mère qui a cette maladie-là? C'était héréditaire? Non, on a cherché. Mon père a regardé là, dans l'arbre. Il est allé bien loin là, d'un famille. Puis imaginez-vous donc que je suis la première. Puis je vais stopper ça là, moi. OK. Alors, donc, vous dites, j'ai mon parcours de vie. Est-ce que vous réussissez à aller à l'école? Réussissez-vous à avoir des diplômes? Parce que, bon, vous dites, j'assume ça. Je suis lesbienne à 18-19 ans. Vous dites, bon, et là, je continue, je me consolide. Qu'est-ce que vous faites? Là? Parce que elle a passé la moitié du temps cassé. Ouais. Vous étudiez, vous travaillez. Comment Mais là, je vais tellement bien que là, j'en profite. Mon médecin me l'avait dit, Jenny, tu sais, je veux dire, j'ai un bon 10-12 ans là, que je peux, sans avoir peur de me faire mal, là, tu sais, là, avec le médicament que j'ai reçu avant l'arrivée de l'ostéoporose. Puis ça, je dois vous dire que j'y pense pas tout de suite. On n'est pas rendu là. Non, attention. Là, on parlera de la ménopause après. Là, vous avez... L'ostéoporose. Non, mais qui va venir avec la ménopause. Ouais. C'est pour ça que je dis, on parlait de la ménopause tantôt. Là, vous allez avoir des belles années. Quand est-ce que ça a commencé à s'améliorer pour la peine? Pour dire, bon, ben ça va mieux, là. Oui, ça a commencé à s'améliorer. Ben, aussitôt que j'ai commencé à recevoir le traitement, à quel âge? Très jeune. Là, j'avais à peu près 14 ans. OK. Avec les années, là, ça a commencé. J'ai commencé déjà à me sentir beaucoup mieux. Puis là, la bonne nouvelle, ben, ça fait quand même ça fait peut-être 10 ans là, que je me suis pas fracturé rien. Là. OK. Alors, donc, on a mis la table. On comprend on comprend votre état, je dirais, physique, et vous expliquez dans votre livre tout le reste de votre parcours, qui est lui-même assez singulier. Je le disais d'entrée de jeu, dépression, et puis dépendance à l'alcool. On a parlé des médicaments, etc. Vous en êtes sorti avec l'humour. Alors, on parle de tout ça après la pause, Antoine. À tout de suite. Jeannie Barré qui a écrit avec son père Bernard 157 fractures, histoire vraie aux éditions Sarrazin. Donc, avant la pause, on a décrit ce que c'est que cette maladie-là. Je disais que vos parents étaient aux abois. Votre père raconte, entre autres, que lui, son pire souvenir, vous êtes tombé en bas d'un trottoir. Vous marchez, lui, il n'est pas là, mais vous marchez, vous tombez d'un trottoir, là. C'est pas haut, là. Oui. Et vous explosez littéralement, vous vous retrouvez à l'hôpital et vous êtes tout défaite. Toute défaite. C'était comme ça. Malheureusement, on dit que, dans le fond, c'est comme des os j'avais des os de verre à la naissance. T'échappes un verre. Ça casse en 1000 morceaux. Alors, son point à lui, c'est dire, j'étais tellement rendu anxieux. Tu sais, quand tu dis que ton enfant peut se péter la gueule à descendre un trottoir, à se cogner sur une chaise, que lui avait une boule permanente. C'est une angoisse totale. Et vous, est-ce que vous aviez cette boule-là? Parce que vous nous avez parlé dans votre partie, vous parlez d'un peu plus tard, dont on va parler à l'instant, là, mais est-ce que vous avez eu cette angoisse-là de dire, vas-tu me casser encore partout? Oui, j'avais toujours peur. Tu sais, c'était tout le temps épeurant, moi, tu sais. Une chance que je m'en venais bonne avec la maladie. Je dois vous dire que des fois, je faisais un mouvement, puis là, je sentais que ça allait craquer. J'avais une seconde pour arrêter mon mouvement. Tu sais, j'étais tellement rendue hot avec cette maladie-là que des fois, j'étais chanceuse, puis je me sauvais d'une fracture. Comme si on anticipe ce qui va arriver. Oh là, je me le péter. Oui, exactement. Où je reculais mon bras trop par en arrière, puis là, je sentais que là, je m'aurais cassé là, mon plate. Tu sais, c'était des niaiseries de même, mais... Je me suis pas toute sauvée. Non, parce qu'il y en a 157. Et le souvenir traumatisant de votre mère, c'est que vous vous faites opérer à la suite des fractures antérieures, puis là, vous faites une grosse opération, puis c'est quelque chose de douloureux, puis etc. Puis on pense que vous êtes guéri, vous sortez de l'hôpital, vous arrivez chez vous. Oui. Vous dites, hey, regarde, maman, je suis capable de me lever la jambe. La première fois, la seule chose que vous faites, puis la jambe retombe sur le plancher. Genre, maman, j'ai dit, regarde, ça va mieux, je lève ma jambe, commence à la bouger. Puis ma mère, a même pas le temps, là, elle s'en allait dire, bouge pas trop, crac. Et ce qu'elle dit, c'est que ça fait comme un bruit de branches qui craquent. Crac, exactement. Aïe, aïe. Parce que moi, comme je vous ai dit, ça craque au complet, là. Et donc, vous dites à votre père, moi, je suis prêt à combattre. Lui, c'est un fighter. Votre père aussi, il travaille dans le domaine de la boxe. Ouais. Et vous étiez impressionné par la lutte. Et vous dites, bon, moi, je vais devoir lutter. Puis il vous amène un jour Dino Bravo chez vous. Il y a une photo, là. Ça vous a stimulé? Ça vous a motivé, ça? Ah, ben oui, c'est le lutteur qui était connu internationalement. Ah, moi, j'adore. Quand j'étais jeune, j'adorais la lutte. Mm-hmm. Puis mon père m'avait acheté des billets pour aller au Centre Molson.
Puis malheureusement, je m'étais fracturée cette semaine-là, puis j'avais pas pu me rendre. Fait que mon père m'a fait la belle surprise de m'amener le lutteur à la maison. Service compris. Ouais. Alors, donc, arrive votre portion adulte de vie que vous racontez vous-même. Vous trouvez, vous lancez une entreprise dans le salon de bronzage, c'est ça? Oui, j'ai géré un salon de bronzage. C'était un de mes rêves, d'avoir mon propre commerce. J'ai eu ça pendant 10 ans. Par exemple, ben c'est ça, je l'ai perdu. Il est arrivé des circonstances que je l'ai perdu. Et vous avez élevé un enfant comme couple lesbien. C'était dans la première gang. C'était pas accepté avant vous, là. On a pu le faire quand vous étiez jeune. Oui, exactement. La loi comme quoi 2 parents de même sexe peuvent avoir un enfant au Québec est sortie en 2002. Mon fils Alix est né en 2003. Alors, comment il voyait ça, lui, avoir deux mères lesbiennes et en avoir une bien maganée en plus? Oui, mais il est content. Mon fils, il a 2 belles mamans, très maternelles. Tu sais, je veux dire, il y a une belle ouverture d'esprit aussi, Alix. Tu sais, sa mère est en chaise roulante aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Alix, mon enfant, il accepte tout ça. Tu sais, je trouve que c'est une belle chose aussi. Pour lui, son ouverture d'esprit est immense. Il n'y a pas le choix. Et la chaise roulante, elle est optionnelle ou obligatoire? Serez-vous capable de marcher ou c'est vraiment, à force d'avoir fracturé, ça fonctionne plus? Ouais, ben là, tu sais, mon corps a rushé, là. Tu sais, mon corps est plus fatigué, se fatigue plus vite. Je suis chanceuse, par contre, je suis pas paralysée. Tu sais, je sens tout, là. Tu sais, fait que chez nous, je peux me lever, faire la vaisselle, rester debout stationnaire peut-être une demi-heure. Mais tu sais, je partirais pas, là. Je peux marcher un petit peu quand même. Tu sais, même pas aller prendre une marche d'une demi-heure. Ah non, mais tu sais, je peux aller voir ma grand-mère puis laisser ma chaise roulante dehors puis marcher dans sa maison, là, tu sais. OK. Alors, donc, votre vie, vous menez une vie normale, vous dites, à un moment donné, je sombre dans la dépression. Alors, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces épreuves antérieures-là, vous déprimez pas, puis un jour, vous déprimez? Oui, j'ai vécu ça. Je pense que c'est ça. C'est la perte de mon commerce aussi que j'ai trouvé très difficile. Puis on dirait que je suis devenue comme révoltée de tout ça. Mon Dieu, perdre son commerce, ça porte à boire. Je sais pas, je me suis lancée là-dedans. J'ai eu une période très sombre qui a duré 2 ans. Vous avez bu beaucoup? Beaucoup, à tous les jours. Est-ce que vous preniez encore de la morphine puis des choses du genre? Est-ce que vous mêliez les deux? Ou? Non, ça par exemple, j'en prenais pas, mais l'alcool est devenu une grosse dépendance pour moi. J'étais alcoolique, là, tu sais, je buvais à tous les jours, puis la drogue aussi, j'en ai consommé. J'étais très malheureuse. J'ai comme embarqué dans ce cercle vicieux-là, puis pas capable de débarquer. Ma famille, mes amis, tu sais, sont là à vouloir t'aider. Tu sais, ça les rend tristes de voir ça. Surtout mes parents qui... Tu sais, je comprends aujourd'hui, là, tu sais, là, mes parents qui ont tout fait pour que ma vie soit belle, merveilleuse, malgré tout ce qui m'est arrivé. Puis là, moi, je m'en vais me détruire en plus avec ça. Tu sais, on a tout fait pour me maintenir en vie. Puis moi, je m'en vais me détruire. C'est ça qui... Ben oui, c'est ça qui... Puis quand on lit livre, la question qu'on se pose, puis là, je vous la pose, est-ce que c'est comme si il y a un abcès qui s'était développé avec la douleur, puis le combat permanent contre la maladie, puis la crainte de se recasser un morceau, etc. Et là, ça grossit, la boule grossit, et votre faillite, votre commerce, c'est comme juste la dernière goutte qui fait déborder. Exactement, parce que c'est en écrivant mon livre que je vais vous dire, Denis, que j'ai tout été ouvrir les petits tiroirs que j'avais fermés à clé. Tu sais, je pouvais pas continuer, là. Tu sais, c'est comme si, par mode de survie, tu sais, ma maladie, c'était tellement difficile que je pensais pas, tu sais, je passais toujours par-dessus. Tu sais, même que les gens, là, qui me voyaient courageuse, qui me disaient, « Wow, t'es un exemple de courage. » Tu sais, c'était tellement ma vie à moi, là, que je le voyais pas comme de cet œil-là, là, tu sais, là. Mais quand j'ai écrit ça, là, j'ai tout été débarrer les tiroirs que j'avais besoin de faire pour cheminer dans ma vie. Parce que j'ai compris bien des affaires. J'ai même compris la vision de ma famille, de comment mon père, ma mère, mes sœurs pouvaient se sentir là-dedans. Qu'est-ce qui vous a frappé, justement, comprendre leur point de vue à eux? J'ai trouvé ça... Qu'est-ce que vous saisissiez pas avant que vous avez saisi en lisant? Ben, tu sais, quand t'es un enfant, tu sais, je veux dire, tu penses pas de comment tes parents se sentent là-dedans. Tu penses pas tes sœurs, tu sais... Tu penses juste à toi. J'avais tellement mal tout le temps. J'avais pas réfléchi à ça. Aujourd'hui, une fois débarqué, une fois aussi sobre, parce que je dois avouer que c'est ça va faire 20 mois là, que je suis totalement sobre. J'ai tout réfléchi, j'ai tout pensé, j'ai reculé, puis j'ai comme compris que c'est ça, tu sais, c'est quelque chose qui était très difficile, ce qu'on a vécu.
Puis moi, j'avais besoin de faire un ménage de ça, puis aller débarrer tout ça, ces petits tiroirs-là. Hein. C'est comme se promener avec un sac à dos plein de problèmes, tu sais, comme un sac à dos rempli de roches, là, tu sais, là. Ben là, à un moment donné, ça devient lourd, là. Ça prend un petit peu de temps avant de vous en débarrasser. C'est-à-dire que vous arrêtez de prendre un verre, mais pas complètement. Vous pensez que vous allez contrôler ça, là, mais... Ah, au début, hein, t'essayes de même, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas ça. Fait que moi, j'ai dit, garde, tu sais, moi, ma date, le 8 septembre 2014, j'ai dit là, je me suis levé le matin, j'ai dit, ça va faire. Avez-vous déjà eu des idées suicidaires? Parce qu'il en est question à un endroit dans le livre. Oui, parce que, tu sais, c'est sûr, comme tout le monde, je pense des fois, quand on part on a des dures périodes, on peut y penser. Puis moi, ben, ça m'est arrivé une fois, oui. Cette fois-là, j'en parle parce que je m'étais arrangée pour passer à l'acte pour vrai, tu sais. Malheureusement, tu sais, c'est triste quand tu penses à ça. Puis moi, c'est pour ça que, mon Dieu, je veux tellement aller aider, je veux inspirer les gens avec mon livre pour leur montrer que, tu sais, la vie peut être belle malgré tout ce qui peut t'arriver. C'est mon intention d'aller donner des conférences, justement, avec mon livre, pour aller faire comprendre aux gens là, que... Vous voulez motiver un petit peu ceux qui se laissent aller et qui ont peut-être des conditions moins difficiles que vous, là. Oui, les faire conscientiser que la vie peut être belle, puis que même, là, la petite minime espoir qui reste, là, ben, accrochez-vous après, tu sais. Allez pas trop loin, parce qu'après ça, c'est vrai que c'est dur de s'en sortir. Je me suis rendu bien loin, moi, j'ai eu peur. Ouais. Vous vous êtes fait peur? Ah! Peur. Parce que drogue et alcool, plus condition physique qui est la vôtre, là, c'est explosif. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, mon Dieu, pourquoi je faisais ça, tu sais? Ça a fait aïe, Jenny. Il y a plein de fois, en plus de ça, tu sais, t'as failli mourir sur la table d'opération, puis là, tu t'en vas te faire mourir, tu sais. Là, j'ai changé ça. Moi, j'ai décidé de transformer ma vie. J'ai dit, à la place d'être en mode de survie, je vis. Y a-t-il de quoi de plus beau que ça? Alors là, et puis vous avez une belle énergie. N'empêche que vous me l'avez dit tantôt, les médecins m'ont dit que le médicament que je prends et qui a amélioré ma condition va avoir des effets moins probants à partir du moment où je serai en ménopause, parce que l'ostéoporose risque de s'installer et là, je vais avoir moins d'autonomie. Et comment vous faites pour vous projeter? Est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous anticipez ça ou est-ce que vous vous connectez sur votre journée aujourd'hui? Oui, exactement ça. Je suis une fille qui se connecte sur ma journée d'aujourd'hui. Comme là, je suis où? Je suis ici, je suis avec vous. Tu sais, moi, je profite du moment présent. Je pense pas à demain. Je pense pas qu'à 50 ans, là vous allez vous revenir à la case départ de quand vous étiez jeune. Là, je me cogne un petit peu le coude. Puis... on verra. On n'est pas rendu là. De toute façon, mon père, très positif dans la vie, me dit, Jenny, ils ont le temps de trouver un autre médicament. Puis moi, de toute façon, je vais toujours être la première à mettre mon nom sur la liste comme cobaye. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai le goût de vivre des années. J'ai pas le goût de recommencer ça, certainement pas. Et vous avez un fils, c'est ça? Oui. Comment il prend ça, lui? Est-ce qu'il a lu le livre? Non, mon fils n'a pas encore lu le livre, mais ça va venir. Est-ce que vous redoutez ça ou... Non, Alex, il l'a vécu avec moi. Hein. Il a quand même 12 ans, là. Fait que ça fait 12 ans qu'il suit sa mère, qu'il la voit. Il était témoin de quelques accidents aussi, Parce que ça fait mal de lire le livre. Là. Dans votre jeunesse, particulièrement, là, quand votre père raconte... écoute, moi, j'imaginais mes enfants dans la situation où vous vous trouviez, là, je veux dire, des fois dans le plat jusqu'aux oreilles, avec une douleur qui est permanente, qui arrête pas. C'est surtout parce que ça recommence toujours. Tout le temps, il n'y a comme jamais de fin. La semaine d'après, exactement. Mon père l'a dit, il n'y avait pas de fin jamais. Là, fait qu'à un moment donné, puis tu sais, je suis pas une fille, tu souhaites pas le malheur aux autres. Là. Mais des fois, tu te dis, Caroline, je peux-tu sauter mon tour? Non, mais tu sais, maintenant, c'est comme, ça devient décourageant. T'sais. Mais c'est ça, ça l'a rendu, par exemple, je vais vous avouer, ma famille très fort. Ah ouais, je comprends. On n'a pas le choix de tout ça. Et après la ménopause, il faut vraiment vous visser sur cette philosophie-là, parce que là, si ça recommence de temps en temps, si vous sortez de votre 24 heures, vous allez être bien en misère. Ouais, ben là, moi, dans mon livre, je l'ai écrit, tu sais. On ne sait pas ce qui va arriver rendu là, mais j'ai dit, je l'écris mot pour mot pendant que vous lisez ces livres. Souhaitez-moi la santé. C'est ça que je vais vous souhaiter. Merci, ça a été extrêmement intéressant de vous avoir sur mon plateau. Et ça s'appelle 157 fractures. Vraiment 157, vous les avez 157, puis il faut pas que ça bouge de là. Ben oui, tantôt on vous installait sur le plateau, on disait il faut pas qu'elle tombe parce que son lit, le titre sera plus bon. C'est ça. Je dois vous avouer en terminant que c'était un de mes rêves de venir à votre émission. Fait que je viens de réaliser un de mes rêves. Ça me fait plaisir de vous avoir permis de le faire.